Imitateur, chanteur, comédien, il sait aussi bien faire les voix de Coluche, Gainsbourg, Cabrel qu'imiter à la perfection Delerme, Johnny ou Jacques Chirac. 20 ans après ses débuts, il est devenu incontournable dans le cercle très fermé des humoristes à succès. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir qui se cache derrière tant de voix connues, avec un défi particulier quand même, car l'expérience m'a appris que les humoristes recèlent des personnalités souvent complexes et qu'il ne faut jamais, mais alors jamais, s'en tenir à l'image réductrice du rigolo qui a réussi. Le rigolo du jour, c'est Didier Gustin. Bonjour. Attention, vous avez vu le défi, hein. Rigolo complexe. Rigolo complexe. Mais c'est vrai. De toute façon, on est tous complexes. On n'est jamais tout blanc ou tout noir. On a tous une complexité en nous. Tous les êtres sont complexes. Mais est-ce que c'est pas particulièrement vrai chez les humoristes quand même? Oui, parce que finalement, ils sont. C'est drôle. Ils travaillent pendant que les gens rigolent, c'est ça déjà? Non, en fait, ma réflexion vient notamment d'un autre humoriste que vous devez connaître, j'imagine, que j'avais reçu ici, Smaïn, et qui avait dit « Il faut se méfier des gens qui ont de l'humour. Il ne faut jamais croire qu'ils sont des rigolos. Cet humour-là de dérision, de protection, est vraiment là pour préserver, pour offrir des soupapes de respiration. » Est-ce que vous le vivez comme ça? Non, mais moi j'ai pas le même vécu que Smaïn ou Dieudonné. Parce que ce que je veux dire par là qu'ils ont eu ils ont eu des brimades quand ils étaient enfants, parce que peut-être pour Smaïn, parce que c'était difficile pour lui aussi. Je crois qu'il était en tant que beurre, vous voulez dire? Déjà. Et Dieudonné en tant que noir. Voilà. Et puis aussi, je crois qu'au niveau familial, c'était pas facile aussi pour Smaïn. Voilà, je crois qu'il était orphelin, c'est ça? Oui, et puis il a été adopté après. Voilà, ensuite. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce vécu difficile et tout, mais aussi des humoristes qui ont aussi qui n'ont pas cette carapace, et que moi j'ai pas eu à me protéger de quelque chose. L'humour, c'est plus par envie, par amusement. Moi, je m'amuse en fait. C'est plus de la joie. Donc moi, je vis mon métier plus dans la joie que dans la souffrance, que dans quelqu'un qui fait de l'introspection permanente, tout comme ça. Pas du tout. Moi, je vis ce métier de façon complètement ouverte. Donc on peut le faire de façon complètement différente. On peut vivre vraiment ce métier d'humoriste de façon différente. Alors moi, sous humoriste, il y a beaucoup de choses. Vous chantez très bien. Il y a le côté comédien, et puis particulièrement on vous a découvert aussi notamment avec les imitations, et je suis toujours fascinée par les imitateurs, parce qu'avant d'imiter quelqu'un, j'imagine qu'il faut beaucoup l'observer, parce que l'imitation, il y a la voix, il y a la gestuelle, et finalement, est-ce qu'on ne rentre pas un peu dans l'intimité de la personne qu'on a envie d'imiter? Si, finalement, puis on s'attache aussi. On s'attache au personnage, on rentre dedans, on connaît ses tics, tout ça. Et puis finalement, en écoutant sa façon de parler, en le voyant, on rentre un peu, on commence à connaître, puis ça devient un personnage de notre galerie. Familier. Ouais, ça devient un personnage familier. Techniquement, vous y prenez comment quand un personnage politique, ou peu importe, un chanteur, vous dites « Ah, celui-là, je vais le travailler ». Après... Techniquement, je prends des enregistrements, soit vidéo, audio, et je les écoute, réécoute, jusqu'à trouver la petite faille, quoi. Ah, c'est une faille que vous cherchez? Ouais, c'est une petite faille, Ce qui va permettre la caricature ou... Non, c'est simplement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour planter mon premier clou, quoi. Pour m'accrocher... Est-ce qu'on peut avoir un exemple, là, comme ça par exemple, par rapport à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ça fait un petit bout de temps que je travaille, puisque quand le film Dans la peau de Jacques Chirac avec Karl Zéro est sorti, Karl parlait de faire donc Sego et Sarko derrière, et il se posait la question de savoir s'il allait utiliser la voix, faire des imitations de Sarkozy ou pas. Et comme c'est vous qui faisiez les voix, voilà, donc il m'a dit dû le travailler. travaille Nicolas Sarkozy. Donc j'ai travaillé Nicolas Sarkozy, et donc j'écoutais les bandes et tout, et donc au fur et à mesure je commençais, et voilà, puis après je commençais à trouver qu'il avait comme un petit accent qui parlait, voilà, une façon de parler qui... C'est la faille. C'est la faille. D'accord. Et quand il cause, c'est quelqu'un en plus qui est... Donc il est intéressant à faire, parce qu'il est un peu comme un comédien. C'est pas... il n'est pas, je dirais... C'est quoi, il n'est pas naturel? Il n'est pas superficiel. Oui. Et il est investi quand il dit quelque chose. C'est-à-dire quoi, qu'il joue le rôle de celui qui fait un discours? Non, pas du tout. Il est vraiment investi. C'est-à-dire que quand il dit je suis content, nous, en tout cas en tant que spectateurs, on sent je suis content. Parce que souvent, il y a des gens qui vont vous dire je vous aime beaucoup. Oui. Je vous aime beaucoup, je suis passionné par votre regard, et je vous trouve particulièrement jolie.
Et toute l'attitude dit le contraire de ce que vous êtes en train de Exactement. dire. Et ça, il y a beaucoup d'hommes politiques ou de gens du showbiz qui sont comme ça. C'est-à-dire, voilà. Et lui, c'est donc. Alors, là, je me suis dit, tiens, celui-là, il est intéressant. Il est un peu comme un Depardieu, comme un Clavier. D'ailleurs, c'est marrant qu'il soit copain avec Clavier. Une espèce d'énergie. Un Clavier, il y a une espèce de petite énergie qui est comme ça à l'intérieur. Puis alors, c'est vrai, quand il dit, je suis content d'être là, on sent qu'il est content, mais vraiment, très content. Et pour Nicolas Sarkozy, c'est la même chose. Je vais vous dire aujourd'hui, je suis ici à un moment M, à une heure H. Tu vois, il y a une façon de parler qui est comme ça, très affirmée. C'est marrant de voir votre épaule qui bouge, la tête qui bouge comme qui ça. bouge J'avais un petit jamais peu. remarqué en le regardant, mais vous le mettez en valeur, en exergue en tout cas. En exergue. En tout cas, c'est ma façon de le faire. C'est ma façon de me mettre dans le personnage. Même si c'est pas vraiment ça, c'est une façon à chaque fois de pointer les choses et de dire les choses. Mais ces gens-là que vous rencontrez, j'imagine, dans la vie, enfin dans les émissions que vous pouvez faire, par exemple, vous faites l'émission de Stéphane Bern au Fou du Roi, donc vous rencontrez beaucoup de gens que vous imitez, ils le prennent plutôt bien? Parce que vous n'êtes jamais franchement méchant dans vos imitations. Votre marque de fabrique, c'est pas la violence. Non, pas du tout. Voilà. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser la voix, par exemple, de Renaud pour faire. La dernière fois, j'ai fait une chanson sur. On recevait un écologiste et j'ai fait une chanson sur. À la place des bobos, c'était l'écolo. C'était avec Renaud. Et quand j'ai rencontré Renaud, j'ai dit tiens, j'ai fait une chanson sur l'écolo. Ah, c'était quoi? Vas-y, raconte tout ça. Et puis on se revoit. Non, c'est plutôt bon enfant, sauf peut-être une ou deux fois où ce sont justement des artistes un peu barrés. Des artistes qui sont complètement barrés. Comme qui? Brigitte Fontaine? Non, ouais, c'est dans cette famille. Qui sont complètement barrés. Si vous les imitez et qui vous voient, ils vont vous dire salaud, qu'est-ce que c'est que ça, tu respectes pas les artistes. Alors que, mais ils jouent un rôle, non? Ils le pensent vraiment ou c'est jouer un rôle pour dire barrés. Allez, je suis offusqué? Non, ils sont barrés, d'accord. Non, ils sont complètement barrés. Donc là, à partir de là, il n'y a plus rien à dire. C'est ils sont dans un autre monde. Ils ne sont plus avec nous. Ils nous ont quittés. Alors, quand on est imitateur, c'est qu'on a des capacités particulières au niveau de la voix. Et souvent, les imitateurs chantent très bien. Alors, ça, c'est pas forcé. Ah oui? Non, non, parce qu'en fait, la justesse de la voix n'a rien à voir avec. On peut arriver à imiter des gens. Moi, je connais des imitateurs qui imitent très bien, mais qui chantent moyennement. D'accord. D'autres carrément qui chantent pas du tout parce qu'ils chantent pas bien, quoi. Oui. Et puis d'autres qui chantent bien aussi. Donc il y a tous les cas de figure. Chanter, c'est drôle parce que imiter, c'est une particularité des cordes vocales déjà en premier. Donc vous êtes né avec, c'est un don au départ. C'est un don. C'est un vrai don. Vraiment, c'est inné. Et alors que, oui, je ne sais plus où j'en étais. Mais on parlait ceux qui chantaient. Oui, c'est ça. Et il y en a vraiment qui ne savent pas chanter juste, c'est autre chose, c'est avoir l'oreille. Donc là, c'est une oreille musicale qu'il faut avoir en plus. Didier, c'est un petit plus en plus. On va vous écouter chanter. C'est un extrait de. Alors en ce moment, vous êtes en spectacle avec un spectacle qui s'appelle En chair et en os, à la Comédie Comartin. Mais là, c'était un précédent spectacle qui s'appelait Ça manque pas d'air, avec R au pluriel. Donc on aurait dû le faire avec un R. La chanson, ça manque pas d'air. Donc c'est un spectacle, il y avait beaucoup de chansons. On va se faire plaisir tout simplement. On va vous voir sur scène et vous écouter chanter. C'est bien parce que ce qui est cool dans ces moments-là, c'est qu'on n'a rien à faire. Voilà. C'est enregistré. Et ça dure 1 minute 20 et on va regarder ça. Super. Et on vous retrouve après. Et il est pas là, l'animateuse, là. Bah oui, le champignon à la grecque, la mycose. Ils m'ont foutu au paradis. Moi, au paradis. Pas de cigarette, pas d'alcool, pas de gonzesse. C'est enfer. C'est à moi. C'est à moi. C'est Laetitia. Elle a mis de l'amidon dans l'école, c'est mieux. Bah, je suis pas arrivé. Les feuilles mortelles se ramassent dans la pelle. Les souvenirs et les regrets saucissent. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue. On ne peut pas faire à tout le monde. Alors ce soir, nous recevons Didier Gustin. Alors Didier Gustin, vous avez eu des problèmes quand vous étiez petit, puisque vous tapiez votre frère, vos sœurs, vous tapiez vos voix, vous tapiez tous ceux qui... D'accord. Et aujourd'hui, parce que vous tapez un petit peu aussi, et vous avez eu des problèmes aussi avec vos parents, vous avez eu des problèmes avec vos... Non, vous n'avez pas eu de problème avec personne? Même pas un petit peu? Non? Ah, je suis désolé, on ne peut pas vous recevoir. Bon, finalement, ça chantait pas tant que ça dans l'extrait, ça chantait. Ça terminait pas en chanson, un mais petit ça peu, chantait. Voilà. Ça se terminait pas en chanson, effectivement. Moi, ce qui me marque beaucoup dans votre manière d'être
plus généralement. C'est l'humilité qui se dégage de vous. L'humidité. L'humilité. J'ai une espèce d'humidité qui se... L'humilité, pardon, qui se dégage de vous. Enfin, on sent que vous n'avez pas la grosse tête, et peut-être parce que votre chemin, il a commencé en 1987 quand vous êtes monté à Paris, comme on dit, et qu'il a pris son temps. Enfin, vous avez pris votre temps, le succès vous a pas fondu dessus comme ça tout de suite au démarrage. Ouais, c'est une chance, hein, en même temps. C'est drôle que vous disiez que ce soit une chance. Ah, c'est tout à fait une chance. En même temps, c'est vrai que ça a démarré très vite. Mais ça n'a pas fait. Comment j'ai pas la carrière de Pierre Palmade ou de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard vous a beaucoup aidé au départ. Ah ouais, beaucoup. Enfin, au départ, j'ai travaillé seul moi pendant des années, et puis Jean-Marie, j'ai commencé en 87, et Jean-Marie, je l'ai rencontré bien après. Mais en tout cas, on a eu les mêmes producteurs, Pierre, Jean-Marie et moi. Très très longtemps. Et pourquoi c'est une chance alors que le succès ne vous soit pas tombé dessus comme ça? Parce que le problème du succès, c'est que le succès vous tombe dessus. Quand le gros succès vous tombe dessus, ce qui m'est pas arrivé, où c'est l'argent qui arrive, et finalement c'est plein de côtés pervers du métier qui vous font peut-être des fois oublier. L'argent n'est pas forcément pervers. Non, mais quand c'est peut-être la manière dont on reçoit cet argent. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous commencez votre carrière et que tout de suite ça cartonne et que vous gagnez des millions et des millions, vous avez presque l'impression, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup ou énormément de travail en amont. On arrive avec quelque chose, avec un acquis, avec quelque chose. C'est trop tôt. C'est presque de l'argent volé. Et de l'argent volé, c'est de l'argent qui brûle les doigts psychologiquement. Donc les gens ont envie de s'en débarrasser. Donc ils font des conneries, machin, ils achètent des bêtises, machin. Et puis voilà. Puis je pense pas que ça permette de bien s'épanouir. Donc c'est une chance finalement. Moi je suis très content. D'avoir acquis une certaine maturité aussi bien professionnelle que personnelle. D'avoir une vie normale finalement. D'avoir un métier. D'être un artisan finalement. Moi j'adore le côté artisan. J'aime pas le côté multinational, d'être la multinationale du rire avec ça nous rapporte tant par an, pof, ces trucs, des sommes énormes et tout. Bon, j'ai ma maison et puis voilà, et puis j'ai suffisamment de quoi nourrir ma famille, c'est tout. Ça me suffit. J'ai pas besoin. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir un yacht ou un je sais pas quoi. Ça. C'est le spectacle que vous faites en ce moment en chair et en os. Vous l'avez coécrit avec Pascal Légitimus, qui est un ami de l'émission, et qui est mon ami aussi. Et voilà, et qui me disait, tu verras, c'est un type normal. Sur le coup, je me suis bien demandé ce que ça pouvait être un type normal. Et je crois que dans sa bouche, c'était dans ce milieu-là où les égos peuvent prendre des fois des dimensions surdimensionnées. C'est ça. Du fait que le succès ne lui a pas fondu dessus, ce garçon-là, finalement, a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, parce que voilà, quoi. Tout ça est mérité c'est bien trouvé, et le fruit d'un travail. Ouais, mais enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas trop nous dire, à partir du moment où on dit qu'on commence à dire partout qu'on est modeste, on ne l'est plus. Il faut faire un petit peu gaffe. Mais c'est vrai qu'avec Pascal, on s'est bien trouvé. C'est pour ça qu'on a écrit facilement ensemble et que ça s'est bien passé parce qu'on a mis nos égos de côté, quoi. On n'a pas Pascal non plus n'a pas un égo surdimensionné. Oui, c'est pas quelqu'un qui a un égo très... Donc pour nous, au vu surtout lui du succès qu'il a eu avec les Inconnus. Alors lui, il aurait pu. Alors là, c'est la folie parce que ça lui tombait très vite dessus aussi. Il a eu une espèce de recul. Peut-être même les trois ont été assez forts dans ce coup, mais Pascal particulièrement. Et donc l'écriture a été facile parce que si je trouvais qu'une idée n'était pas bonne, il s'en offusquait pas. Et moi, j'étais vachement étonné. Je me suis dit, oh là là, il va me dire non, ça c'est mon idée et tout, il ne tenait pas. Et puis inversement, comme moi, il y avait un truc qui ne lui plaisait pas, il me disait oh non. Et au bout de quelques temps d'écriture, je commençais une phrase, il la terminait, il commençait une phrase, je terminais, on trouvait les vannes super facilement, quoi. Pour revenir au travail, vous savez l'imiter, Pascal Légitimus? Non. Non. Bon. Pour revenir au travail justement de l'imitation de la voix, vous avez parlé tout à l'heure du film de Carl Zero et Michel Royer dans la peau de Jacques Chirac, qui a un succès énorme. C'est vous qui étiez chargé de la voix de Jacques Chirac, jeune, moins jeune, plus âgé. On va regarder une des bandes annonces du film, c'est un film qui sort bientôt. Et je voudrais qu'après vous nous expliquiez comment sur un même personnage, finalement, on arrive à faire évoluer une voix, parce que ça c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est facile, vous verrez, je vous explique. Ah bon? D'accord, on regarde déjà vite la bande-annonce. Aujourd'hui, la moitié des chômeurs sont des jeunes, près de 500 000.
Et pour eux, le problème du choix du métier, de l'entreprise où on va aller, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de travail, et cela, c'est intolérable. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Marqué, il a du talent. Il fait tout comme moi. Mais il a oublié un truc. Moi, j'ai mis 30 ans à devenir président. Et lui, il espère l'être dans 5 minutes. Je vais lui apprendre à attendre. Regardez bien nos téléspectateurs, ils sont là, ils veulent vous voir. Je suis en train de me demander si c'est une bonne idée de faire ce film. Il faut quand même expliquer, Didier Gustin, le but de Carl Zéro au départ et de Michel Royer, c'était donc de faire une autobiographie non autorisée. C'est un document, comme ils disent, un montage d'archives et sur un texte vraiment très écrit, vous posez la voix de Jacques Chirac à différents donc, âges de sa vie. Oui, mais finalement, c'est différent. Non, pas vraiment, parce que c'est Jacques Chirac qui, aujourd'hui, finalement, de nos jours, porte un regard sur ce qu'il a fait de toute sa vie. Donc, sa voix ne change pas tellement pendant tout le reportage. Elle change, on l'entend vraiment concrètement en écoutant les extraits, les images d'archives, tout ça. On voit que sa voix évolue, mais la mienne, en fait, reste la même. C'est-à-dire, du début à la fin, j'ai cette espèce de voix un petit peu intime de quelqu'un qui prend un micro et puis qui raconte sa vie devant un micro en regardant des cassettes qui se passent de sa vie et tout ça. Il commente, en fait. Mais ça nous a permis de voir d'ailleurs Nicolas Sarkozy aussi en début de grand extrait. Non mais ça permet de comprendre ce que vous nous avez dit en début d'émission. Oui, vous avez vu comment il était investi voilà, quand il dit que le destin de Jacques Chirac qui est grand, tellement grand. Et il a une force, il est investi. Ouais, c'est ça, il est investi. Voilà. César 2007 du meilleur documentaire, on va quand même... Ouais, très content d'avoir participé à quelque chose de qualité. Oui, ben voilà, oui, moi, voilà. C'est vrai que ce projet, au départ, c'était vraiment pour faire une émission de télé avec Carl. Et puis on a avancé, et puis il a travaillé, et puis il a trouvé des producteurs, et puis c'est devenu un film. Et les gens de Bonne Pioche, Yves Darondeau, ont travaillé dessus pour que ça devienne un film. Bonne Pioche Production. Bonne Pioche Production, qui ont fait la marche de l'empereur. Et donc voilà, c'est devenu un film, et c'est devenu quelque chose que moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir, quoi. À quoi il rêvait le petit Didier Gustin? Il voulait faire imitateur quand il était petit? Quand il était petit, qu'est-ce qu'il rêvait? Il rêvait de faire... il rêvait travailler dans l'art, mais quoi? Ah oui, c'est vaste. Ouais, c'est vaste. J'aimais beaucoup, je peignais beaucoup, je dessinais, j'écrivais... j'écoutais des chansons, j'essayais un petit peu de jouer de la guitare, mais bon, c'était pas très concluant. Mais bon, voilà, je touchotais un petit peu à tout. Et quand est-ce que les imitations ont vraiment émergé finalement en regardant, je regardais que j'étais quand même un peu téléphage, donc voilà, et à un moment, j'ai commencé un petit peu, je continuais à chanter, et je me suis aperçu que j'arrivais à prendre la voix des gens dont je chantais les chansons. Voilà. Donc là, vous avez à peu près quel âge quand vous vous rendez compte que vous avez ce talent? 10-12 ans. Voilà. Et vers 12 ans, j'étais sûr, je me dis, ouais, bon, ok, voilà, c'est ça que... Vous êtes allé voir papa, maman, vous avez dit, voilà, je vais être imitateur. Non, tout seul, c'était dans ma tête, je me dis, ok, je vais faire ça, voilà, il ne faut pas les affoler. Donc voilà, c'est 10-12 ans, je me suis dit, 12 ans, à 12 ans, je me suis dit, ok, c'est ça que je vais faire. C'est drôle d'avoir un destin. Je ne sais pas si c'est un destin, en tout cas un but. Oui, c'est drôle. Et de ne pas en changer. Ouais, c'est ça. Et les parents, quand ça a été le temps des études? Oh ben, les études, ça a été assez succinct. Moi, je vivais dans les Vosges, dans ce petit village, et pour aller dans... À Cousset. À Cousset, donc on n'a pas tellement le choix. Il y avait, on pouvait étudier, faire un BEP bois, un BEP comptabilité ou un BEP tapisserie. Oui. J'ai fait comptabilité, j'aurais mieux fait de faire tapisserie, ça m'aurait plus servi pour la maison. Mais c'est tout, quoi, voilà. Donc ça a été assez rapide. Après, je suis allé à l'armée, et l'armée, moi, m'a permis, l'année d'armée m'a permis de réfléchir, en fait. De me dire, tiens, de me poser, de me dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je veux faire de l'informatique? Parce que j'adorais l'informatique, c'était les débuts de l'informatique, et il n'y avait pas du tout d'image, c'était que des chiffres et tout. Moi, j'aimais beaucoup. Des 0 et des 1. Voilà, c'était que ça. Et donc, moi, je m'amusais à faire de la programmation, j'adorais faire ça. Et je me suis dit, tiens, soit je fais du dessin sur ordinateur, donc, ce qui est maintenant
monnaie courante, quoi, oui. infographiste, voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas de nom. J'ai dit, tiens, je vais faire du dessin, essayer de faire des... Parce que j'adorais, il y avait des jeux, mais alors des jeux complètement basiques sur ordinateur à l'époque. C'était vraiment... C'était les Pac-Man, non? C'était même pas ça. C'était des X, des Y qui bougeaient, tout ça. Enfin bref, c'était vraiment... C'était des lettres qui bougeaient, c'était ignoble. Et donc voilà, je me suis dit, soit je fais ça, soit je me lance dans l'imitation. Au bout de mon rêve, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, d'un point de vue purement intellectuel, je me suis dit, bon, alors soit je fais ça, ce métier, ou ce métier-là. Et après, je me suis dit, j'ai fait intervenir alors, le cœur. Je me suis dit, vers quel côté penche mon cœur? Je me suis dit, ah, c'est plutôt vers là. Plutôt vers les imitations. Alors je me suis lancé dans les imitations. Il faut quoi? Il faut du culot pour se dire je quitte ma province, je vais à Paris, j'y connais personne, je me lance. Non, il faut du courage, il faut de l'inconscience peut-être. Non, mais je crois que c'est pas de la conscience. Quand on commence dans la vie, on n'a aucune attache, on n'a rien, on est une page blanche, quoi. Il y a tout à écrire et on peut tout faire, on peut tout écrire si on a envie de se dire tiens voilà, je veux être archéologue. Oui, mais les études, t'as pas fait d'études, c'est pas grave. Je suis autodidacte, je vais lire machin et tout et je pars. Et on peut apprendre beaucoup de métiers sur le tas. De toute façon, votre métier se fait forcément sur le tas. On écrit, je ne sais pas comment ça se passe après. Est-ce qu'on envoie ce qu'on a écrit au théâtre ou... En fait, moi, je suis arrivé à Paris en 87 et en 86, mi-86. Non, c'était la mi-87. Je rencontre, j'ai fait quelques cabarets pour voir et tout le monde, les gens me disaient ouais, on veut bien de vous. Ah oui, venez. Donc j'en ai fait pendant 1 ou 2 mois. Et puis, à côté de ça, je me suis dit, il faut quand même essayer de taper au-dessus. Donc, je suis allé dans un théâtre, j'ai sonné, et puis là, on m'a dit... déjà, je n'étais pas attendu, et on ne m'a pas dit tout de suite, c'est bien. Donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être donc... Eux vont pouvoir me faire évoluer. Parce que quelqu'un qui vous dit c'est bien, c'est super, il ne va pas vous faire avancer. Quelqu'un qui vous dit oui, alors oui, si c'est pas mal, mais il faudrait ceci, il faudrait cela. Ah d'accord, là on peut apprendre, donc on peut avancer. Donc, et là je suis resté pendant 3 mois, j'ai travaillé avec Hubert Drac, on a monté un spectacle et qu'on a joué 6 mois au théâtre et après on est parti 2 ans en tournée. Et on a terminé au Théâtre de la Ville avec. Donc, et puis après, la machine est lancée. Ouais, mais c'est fou, mais c'est-à-dire qu'en 1 an, quoi, voilà, tout est parti très très vite, quoi. Pour revenir à votre enfance, vous la qualifieriez comment, cette enfance? Idéal, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Idéal, j'ai eu beaucoup de chance. Vous étiez 4 frères et sœurs? 4 frères et sœurs, et puis dans un petit village. Dans la nature? Ouais, c'est ça, la nature... la rivière, à chaque fois je pense à Pascal Légitimus parce que chaque fois quand je parle de mon enfance, ça le fait rire lui parce que c'est vrai que quand on parle de son enfance, on devient un petit peu nostalgique. Donc on y met beaucoup d'amour, on y met beaucoup de... On prend presque l'accent du Sud en disant il y avait les cigales, qu'est-ce qu'on était bien. Alors qu'aujourd'hui Paris, ah là là, et on en prend pas... Non, mais c'était vraiment bien. C'était vraiment... moi, j'ai vraiment passé une enfance merveilleuse là-bas. Vous aviez quel caractère, enfant? J'avais ou j'ai? Non, enfant. Enfant, plutôt doux, poli, enfin... Propre sur lui. Enfant de cœur, voilà, quoi. Donc, un peu... Ah oui, c'est vrai, vous avez été enfant de cœur. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'est pas grave. Non, je suis très content. Vous dites ça, ouais. Non, mais... C'est déjà une scène, finalement. Non, mais c'est vrai que dans le spectacle, quand on est gentil, le problème de gentil, c'est que ça a trop une connotation de con. Quoi, Voilà. gentil, non, mais d'être de la gentillesse. Voilà, ouais. la gentillesse est associée à des qualificatifs comme la faiblesse. Tout à fait dommage. Voilà, bien sûr, évidemment. Mais ça change. C'est-à-dire que pendant des années, c'était un peu pendant des années, on a eu l'humour vache, dur. Et puis là, on commence à aller vers des gens qui ont des énergies plutôt douces, plutôt gentilles. Et plus gentilles. positif, peut-être? Ouais, plus positif, oui. Je crois que les gens ont envie de positif, ils en ont assez. Enfin, moi, en tout cas, moi, en tant que téléspectateur, j'en ai assez d'entendre, de voir des émissions de télé, des émissions de télé sur les émissions de télé, déjà, des émissions de télé où on invite des gens qui n'ont rien à dire, mais on leur demande leur avis sur le monde.
Alors Monique, Monique, vous habitez Levallois sur Pichenou et vous allez nous parler donc de la politique de Ségolène Royal. On voudrait avoir votre avis à vous. Et elle donne son avis et ça n'intéresse personne. On a envie d'écouter des spécialistes ou des choses comme ça. On n'a pas envie de... Enfin, moi, j'ai pas envie de voir Voici à la télé, quoi. Voilà. Donc, et vous trouvez que ça, je trouve ça méchant, enfin, les émissions méchantes, les émissions dures où on vous invite pour vous dire alors quand vous étiez justement ce que je dis dans les extraits tout à l'heure. Vous imitiez Marc-Olivier Fogiel. Oui, alors je trouve ça, j'aime pas ces émissions-là. Et vous trouvez qu'il y a une évolution en ce moment dans les médias vers la gentillesse? J'ai l'impression c'est une bonne nouvelle alors. J'ai l'impression qu'on moi j'ai du mal à la voir, honnêtement. Si, mais j'ai l'impression qu'on essaye de. Enfin, il y a un petit côté nostalgique, mais ces émissions-là, je pense qu'elles vont avoir fait leur temps et il va falloir vite qu'ils apprennent à faire autre chose. C'est pas la télé de votre enfance, en tout cas. Ah non, la télé de mon enfance, c'était les Carpentiers, les numéros 1, où les artistes étaient là pour faire les artistes. Et qu'est-ce qu'on demande à un artiste, c'est de faire l'artiste. On retient pas... d'un artiste, on retient son œuvre, on ne retient pas de ce qu'il est ou ce qu'il a fait, ce qu'il a mangé le matin, ou comme je vois aux États-Unis, ils font des expositions sur ce qu'a mangé Madonna, quoi. Ils ont fouillé dans ses poubelles, ça n'a aucun intérêt, c'est pas ça qui reste. Donc il faut demander aux artistes qu'ils fassent les artistes, après le reste c'est de la littérature, ça sert à rien, c'est pour faire du papier, quoi. Alors là on est très visuel en évoquant votre enfance. Si on parlait des odeurs, est-ce qu'il y a une odeur particulière de l'enfance qui évoque l'enfance pour vous? Bah, c'est l'été, c'est les champs, et puis aussi les vergers, parce que quand j'avais mes copains, on allait faire du vélo. Qu'est-ce qu'on faisait comme vélo, qu'on n'arrêtait pas. Et puis dès qu'il faisait très chaud, on allait se baigner dans la rivière, les rivières n'étaient pas polluées. L'hiver... Un paradis perdu, là, vous. C'était extraordinaire. L'hiver, c'était la plaine, mais il y avait une petite montagne, donc la plaine était recouverte, inondée. Et puis le gel est arrivé dessus, donc, et puis il neigeait dessus, ça faisait des étendues blanches, c'était magnifique. Il y avait des vrais étés, des vrais hivers. Et puis on mangeait dans la nature, puisque l'après-midi, on n'avait pas besoin de goûter, on ne rentrait pas goûter, ça ne sert à rien. Il y avait des arbres partout avec plein de fruits et tout. Ouais, c'est un peu comme un paradis, pas perdu, puisqu'il est encore en moi. Et puis que vous habitez à la campagne aujourd'hui, vous avez fait le choix de sortir un peu de Paris. Ouais, oui, non, mais c'est pas un paradis. Puis je suis pas un nostalgique de mon enfance. Je crois que je suis bien ancré dans le réel et aujourd'hui. Cette enfance heureuse vous aide aujourd'hui à construire l'homme, finalement. Ça m'a construit. Mais maintenant, j'ai plus besoin d'être construit. J'ai besoin de construire ma famille. Voilà. Et là où est le bonheur aujourd'hui, c'est dans ma famille. Vous m'avez dit d'ailleurs avant l'émission, je serais totalement prêt à arrêter mon métier pour ma famille. Bah, s'il y avait un choix, non, mais s'il y avait un choix impératif. Voilà, c'est ça. C'est demain, on vous dit, voilà, vous devez choisir. Bah, y a plein de gens qui vont dire, peut-être mon métier. Moi, non, je crois que c'est ma famille, parce que il y a plein de maximes et de mots là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je choisirais plutôt ça, quoi. Est-ce qu'il faut réussir sa vie ou réussir dans la vie? Voilà. Parce qu'à la fin de la vie, c'est ça, ou à l'automne de la vie, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent ou est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'amis? C'est juste une question qu'il faut se poser, c'est juste ça. Est-ce que voilà, ça sert pas à grand chose et que ça sert à quoi d'aller de se dire de vivre entre trois maisons, une là-bas, une à droite, une à gauche. On transporte les problèmes de droite à gauche. C'est pas très à la mode, hein, la famille. Aujourd'hui, on fait tout pour la déconstruire. Ouais. Mais vous êtes un peu à rebours, là. Ouais, moi, c'est vrai, par exemple, sur le spectacle En chair et en os, c'est un spectacle sur le mariage, alors qu'il y avait les présidentielles. C'est vrai que l'idéal aurait été de faire un spectacle sur les présidentielles. C'est un petit peu... mais c'est trop entendu. Enfin, moi, vous aimez bien être à rebours, justement. C'est pas que j'aime être à rebours, c'est que je le suis. Dans le spectacle, vous dites une phrase que je dis tout le temps, moi aussi. Je me dis, mais je crois qu'il y avait que moi qui la connaissais, cette phrase. Laquelle? Je suis sûre que c'est Pascal Légitimus qui me l'a piqué. C'est vouloir être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Alors pas du tout, c'est une phrase qu'a entendue mon beau-père un jour sur les ondes. KTO. Peut-être, c'est possible. Non, mais c'est une phrase que je disais beaucoup à un moment. Je trouve qu'elle est belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette phrase. Et je me suis dit, il faut absolument la mettre dans le spectacle pour que les gens l'entendent. Ouais.
Parce que je l'ai placé pour qu'on l'entende. parce que Initialement, c'est la phrase d'un prêtre dont je me souviens. C'est vrai, je me souviens elle est plus magnifique. de son Elle est nom, magnifique. mais elle a été très longtemps Mais c'est affichée vrai. à KTO. Oui. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et vous vous reconnaissez dans cette devise, entre guillemets, Ah ouais, je vouloir trouve que- être dans ah le vent, c'est une ambition de feuille morte, Ah ouais, qui se fait balloter comme ça. Oui, c'est ça en fait. Ouais, exactement. Ça sert à rien. Mais pourtant, c'est beaucoup dans le monde du spectacle, qui est à la fois un mélange de sincérité, un mélange d'envie, de besoin de reconnaissance. On vous sent pas, vous, dans ce besoin de reconnaissance? Non. En tout cas, pas de manière exagérée. Non, j'ai pas envie. Si, la reconnaissance de gens qui vous sont chers, ouais, d'accord. Quand vous. Mais ils n'ont pas besoin que vous fassiez des spectacles, que vous montiez sur scène pour vous aimer, ces gens-là. Non, voilà, c'est ça, exactement. Non, puis j'aime bien la reconnaissance de gens dont on a beaucoup, pour qui on a beaucoup d'estime, en fait. Voilà. Voilà, je crois que c'est important, la famille autour de nous, ça c'est important quand on vous dit ouais c'est bien, ou quelqu'un qui est dans le métier, quand Pascal Légitimus, avec qui on a beaucoup travaillé et avec qui on a beaucoup ri, vient et vous dit ouais ce que tu as fait là c'était bien, ça c'était bien, voilà, ça vaut tous les... Surtout que c'est lui qui est venu vous chercher en plus. Ça vaut tous les Molières quoi. Voilà, ça vaut, quand votre femme vous dit c'est super, ou quand Pascal vous dit c'est super, ça vaut à Molière, c'est formidable. Oui, je l'inclus dans ma famille, Pascal, parce que pour moi maintenant, on a travaillé ensemble, mais finalement on n'a pas travaillé ensemble, on s'est amusé ensemble. On a joué ensemble comme deux gosses, comme deux vieux enfants. Et on a bossé, on a écrit, deux enfants studieux, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup ri. Et c'est ça un humoriste, c'est ça un acteur, c'est quelqu'un qui est resté enfant. Parce qu'on dit jouer d'ailleurs, jouer la comédie, jouer. Ouais. On est dans le jeu finalement. Oui, parce que un enfant, vous dites t'es zéro, tout de suite il est zéro. Voilà, on joue, c'est jouer. Finalement, votre femme, elle a 3 enfants à la maison, 3 garçons. Un petit peu. Elle le pas dit. 2. Oui, non, c'est vrai souvent, elle le dit. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez au petit Didier Gustin, 6-7 ans, si vous pouviez le croiser? Ah, si je pouvais si je pouvais me croiser, j'ai pas le don d'ubiquité. Je sais pas, qu'est-ce que je dirais? Je dirais une phrase, même pas une phrase, ce serait 2 mots, c'est « et confiance ». C'est tout. C'est joli. Oui, parce que je crois que ça s'applique à beaucoup de gens, ça s'applique à tout, ça s'applique à tout. Ça veut dire quoi? Que vous en avez manqué? Que vous auriez voulu entendre ces mots-là? Non. Non, ça veut dire que t'inquiète pas, tout va bien, quoi. Fais ce que tu veux, aie confiance. Et je crois que pour nous tous, c'est presque une leçon, ça. Je sais plus où, je crois que c'est indien, ça. C'est un peu, je sais pas, c'est de la philosophie un peu indienne. Et d'avoir simplement confiance. C'est le message que vous voulez transmettre à vos 2 garçons? Oui, la confiance, c'est la valeur. Confiance en soi. Oui, c'est ça, la confiance en soi. Ne pas avoir peur et d'avoir confiance. C'est la peur, finalement, parce que la confiance, finalement, c'est de là où découle beaucoup de choses. Quand on a confiance, on n'a plus peur. Et la peur, ça évite le racisme. La peur, c'est la peur de l'autre, la peur d'avancer. Ça évite le communautarisme aussi. C'est ça. Donc, voilà. Donc la confiance, c'est un antidote à tout ça, quoi. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais en tout cas, c'est une belle valeur. L'autre valeur que vous vouliez mettre à l'honneur, c'est la fidélité. Oui. Dans cette émission. Alors, je me suis tout de suite méfiée quand vous m'avez dit fidélité, parce que souvent les artistes, c'est oui, la fidélité à moi-même. D'abord la fidélité à moi. Voilà. Et la fidélité à soi-même, sous couvert de fidélité à soi-même, ça permet de tout se permettre finalement, dans un peu tous les domaines. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu méfiante par rapport à cette notion qui est déjà pas très à la mode. Mais quand vous êtes à rebours et que vous n'êtes pas une feuille morte qui se balade dans le vent, vous choisissez la fidélité. Je choisis la fidélité. Oui, la fidélité en amour, la fidélité dans le travail, la fidélité dans l'amitié, la fidélité aussi dans les idées. Donc c'est large. C'est pas facile. C'est jamais facile, la fidélité. C'est pas un chemin fastoche. Face à la fidélité, il y a les tentations aussi. Exactement. Bien sûr, évidemment. On a les tentations. Mais c'est marrant parce que ça marche aussi pour le couple. C'est-à-dire qu'il y a la fidélité et les tentations dans le couple, mais il y a la fidélité et les tentations dans le métier. Dans le métier, si vous êtes fidèle à vos idées, vous dites non, mon but, en tout cas mon but personnel, c'est le théâtre, le cinéma, jouer sur scène et continuer à être fidèle à mes idées. Et si à côté, il y a une télé qui vient vous dire dites, on vous propose un 20h30, vous allez gagner beaucoup d'argent, tout le monde va vous connaître, ça va être la folie et tout, c'est vachement tentant. Donc il faut dire non.
Voilà, si on faut rester fidèle à. Et c'est dur de dire non? C'est à la fois, des fois, c'est assez dur. Ouais. C'est assez dur quand mais des fois c'est facile aussi quand on vous propose un rôle et que le rôle vous plaît pas, la tentation n'est pas forte. Oui, voilà. En revanche, si en même temps, il peut y avoir les traites de la maison de campagne à payer. Il y a ça, c'est-à-dire il y a aussi ça. C'est vrai que moi j'ai pas de maison de campagne, mais il faut payer sa maison. Moi, il faut que je paye ma maison et puis j'ai le loyer, j'ai comme tout le monde, j'ai mes problèmes. Et donc il faut quand même faire bouillir la marmite. Donc il y a des moments les choix sont pas faciles. Ils sont un peu faciles entre la tentation de dire tiens ça c'est de l'argent facile, on y va et puis hop on devient animateur ou je sais pas quoi, ou on travaille dans le média où il y a beaucoup d'argent, on en aura beaucoup puis on va au soleil et tout. Ou alors on prend le chemin de traverse, le chemin des écoliers avec des buissons, c'est l'aventure, on y va à la machette. Peut-être que demain on sera dans un théâtre, après on va jouer dans une pièce et puis après un petit rôle dans un film, tout ça, on va grignoter, on va faire un film un peu à la Carl Zero, ah bing, ça marche, il y a plus d'aventure, il y a plus de risques, mais je crois qu'au bout du compte on est tellement plus rempli quoi. Oui, c'est ça, c'est que vous prenez le risque de dire non, mais votre personnage, ou tout du moins l'image qu'on a de vous, forcément des réductrices, malgré tout gagne en épaisseur. On se dit, ce garçon-là n'est pas prêt à n'importe quoi pour réussir. Ah non, surtout pas faire n'importe quoi et maintenant encore pire, surtout pas avec n'importe qui. Maintenant, je fais plus non plus. C'est les leçons que vous apprenez au fur et à mesure, ça. Il faut bien choisir ses familles, quoi. Que vous retirez. Ouais. C'est ça, on se dit, ok, cela non, moi je veux travailler avec des gens comme ça, il faut travailler avec des gens qu'on aime, des gens qui ont du respect pour vous. Par exemple, Stéphane Bern, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a du respect pour moi et qui me laisse complètement carte blanche quand je vais à son émission. Donc c'est extraordinaire, voilà, ça c'est formidable, pouvoir avoir carte blanche. On parlait de gentillesse, nous on a eu la chance de le recevoir ici à VIP, on parlait de gentillesse à la télévision, il en fait partie. Voilà, par exemple. De courtoisie. Voilà, courtois, poli, intelligent, cultivé, voilà, qu'est-ce que vous voulez, voilà, c'est ça. Moi, c'est marrant parce que ce sont des valeurs un petit peu, je dirais, c'est presque un anachronisme aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui qu'il y a une espèce de mélange et qu'on revient à une espèce dans les années 50, 60, 70, c'était presque la fin. 68, ça a été interdit d'interdire, machin, tout ça. Et à partir de là, toutes les valeurs sont un peu cassées la figure, quoi. Et c'est les valeurs d'amitié, de rappeler les gens pour dire merci, simplement dire merci, simplement rappeler pour dire merci, on a passé une bonne soirée, c'était très gentil. La politesse, la gentillesse, tout ça c'est un peu, ça suffit. Qui devraient être des valeurs basiques finalement. Voilà, c'est ça. Et quand on les retrouve chez quelqu'un comme Stéphane ou comme Pascal ou d'autres copains que j'ai, on est content puis on se sent bien. Voilà. Pascal Légitimus, il dit pas mal de conneries. Ah bon, vous allez me le dire. Il dit c'est un garçon, il dit Didier Gustin est un garçon qui a une grande âme. Il a de la grandeur d'âme. Ah, c'est gentil. Vous regrettez d'avoir dit ce que vous avez dit avant. Maintenant, du coup, on va en parler un petit peu de cette âme, parce que vous avez été élevé de manière, on va dire, traditionnellement catholique. Vous nous avez dit que vous avez été enfant de cœur. Et c'est une formation que vous ne rejetez pas, contrairement à beaucoup de gens. Ça fait partie de votre vie. Ah oui, tout à fait. Oui, non, je la rejette absolument pas. Vous dites même quoi, catholique pratiquant? Pratiquement. Catholique pratiquement. Pratiquement catholique. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que je vais pas forcément aux messes, bien que j'y vais de temps en temps. Mais j'y suis allé dernièrement à rue du Bac. Il y avait une messe, j'y suis allé. Ah oui. J'aime bien cette. Sainte-Catherine-Labouré, rue du Bac. J'adore. Très bien. À Paris, oui. Voilà, c'est des lieux symboliques qui sont chargés d'histoire et tout, c'est intéressant. Enfin, moi, j'aime bien. Et je vais à la messe quand je peux, mais surtout, je vais à l'église quand je veux. C'est ça l'avantage. Pour y faire quoi? Pour prier, Ouais, pour être bien, quoi. Voilà, pour se ressourcer, c'est ma façon. Il y en a d'autres qui sont bouddhistes et qui vont aller dans les temples et tout, et puis d'autres qui vont rien avoir besoin de rien, qui vont se mettre assis par terre. Mais vous avez vraiment la foi en Dieu? Oui, ouais, non, j'hésite pas. Hein. C'est pas une hésitation, c'est une réflexion. Oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Il est présent dans votre vie. En tout cas, vous l'intégrez dans votre vie. Je crois que finalement, on n'a pour le moment pas trouvé d'autres réponses à
à l'univers, on n'a pas trouvé mieux pour le moment. C'est-à-dire que si on trouve mieux, scientifiques... vous irez voir ailleurs. Non, mais c'est une éducation qu'on a eue, c'est une éducation que j'ai eue moi. Si mes parents m'avaient enseigné autre chose, peut-être que je serais allé vers autre chose. Mais pour moi, voilà, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est la Sainte Vierge. Tout ça, pour moi, ça fait partie de mon enfance, ça fait partie de ma famille, ça fait partie de mon bagage. Et plutôt que de le renier et d'aller vers d'autres idoles, je me dis, bah, autant garder ce que j'ai et puis faire avec, et puis être bien avec, et puis le vivre normalement. Parce que je dis pas que Dieu, finalement, c'est un mot qui réunit tous les dieux des hommes, quoi. Après la façon de l'atteindre est différente, mais sinon Dieu est unique. Voilà. C'est quelque chose dont vous parlez facilement. Ça ne me dérange pas. Oui. Dans le milieu du spectacle aussi, c'est pas. Oh, alors c'est C'est-à-dire il y a des choses dans le métier dont il ne faut pas parler, c'est là que je voulais en venir. La politique. La politique, non, surtout pas. La politique, il ne faut pas en parler. La religion, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas parler de gentillesse. Voilà, surtout pas dire qu'on est gentil et qu'on est sensible. Sensible, ça veut dire faible. Gentil, ça veut dire idiot. Donc voilà. C'est un métier dans lequel il faut avoir des carapaces et il faut se protéger de ce métier. On revient à ce que disait Smaïn. Finalement, c'est vrai que j'ai des carapaces, mais elles sont peut-être moins... Elles ne viennent pas de l'enfance. Oui, c'est ça, elles ne viennent pas de traumatisme, elles viennent plutôt de protection de ce métier où, quand on arrive et qu'on est sensible, un artiste sensible, il faut vraiment se protéger. Mais c'est forcément sensible, un artiste, non? Pour pouvoir être perméable au monde, aux sentiments, non? Je me trompe? Non, parce qu'on peut être égocentrique, super égocentrique, et écrire sur soi. C'est vrai. Il y a des gens qui écrivent sur soi et qui sont sur eux en permanence et qui écrivent sur eux ce qu'ils ressentent. Moi, je pense que moi, et qui écrivent sur eux. Donc, on peut devenir un grand artiste et être entièrement sur soi. Après, c'est une grosse douleur après, mais bon. Est-ce qu'il y a des grands personnages catholiques qui vous parlent vivants ou déjà décédés, qui vous parlent aujourd'hui, qui sont des exemples éventuellement pour vous? En fait, décédé, c'est le Padre Pio. Moi, je me sentais proche de lui, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Vous avez, c'est un personnage quand même mystique, hein, Ouais, mais c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire complexe. Qui avait les mains qui saignaient, il avait reçu les stigmates du Christ et qui saignait à chaque messe. Oui, et puis aussi qui soignait les gens, qui les recevait. Et j'aime bien le côté quand la foi soigne, quand la croire en quelque chose peut faire avancer les choses et concrètement fait des choses. C'est en ça que j'aime bien le côté du Padre Pio. J'échangerais contre. Je l'échangerais pas, quoi. C'est un type, quelqu'un comme ça, ce père. Je trouve qu'il était formidable, quoi. C'est quelqu'un qui disait, donc toute sa vie tournait autour de la croix et de la messe et du Saint-Sacrifice, qui disait qu'il fallait assister à la messe avec amour et compassion. C'est quelque chose qui vous parle, ça? Tout à fait. L'amour. L'amour, c'est drôle parce qu'on le met à droite, à gauche. En fait, c'est un sentiment profond, quoi. Et quand on ressent l'amour ou quand on donne de l'amour... Et par exemple, quand on a un coup de foudre, il se passe quelque chose, l'amour commence à naître, une espèce de Big Bang. Quand on arrive à recréer ce Big Bang tous les jours quand on prie, c'est extraordinaire. Et c'est ce que vivait le Padre Pio. Le Padre Pio, tous les jours, quand il allait prier, c'était la puissance d'un coup de foudre. Et voilà, je crois que ça peut parler aux téléspectateurs ou à vous. C'est-à-dire quand on a un coup de foudre, quand on a un enfant, ou quand l'enfant vient de naître et qu'on a cette sensation d'amour qui nous déborde, quoi. Qui nous déborde. Et quand on arrive à le vivre ça au jour le jour, vous imaginez le bonheur. Arrivez, vous? Non, oui, non, j'y arrive pas. D'accord. J'arrive pas. J'arrive à. Je pense qu'on rame tous à ce niveau-là et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'aide. Oui. On cherche ça. Et voilà, et en fait, quand on va prier, c'est cet amour-là qu'il faut essayer de retrouver. C'est-à-dire, au fond de soi, essayer d'avoir un sentiment d'amour. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là, on rayonne, et on parle d'auréole des saints. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une espèce d'aura, de quelque chose autour d'eux. C'était rayonner d'amour, quoi. Et le Padre Pio rayonnait tellement qu'il aidait les gens, il soignait, et il était dans le réel autant que dans le mystique, quoi.
et aussi, en vivant, ce serait Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, c'est pareil, c'est dans le concret. C'est on croit en Dieu. Dieu nous aide à faire des choses, mais il faut y aller, quoi. On prend, voilà, c'est pas, suffit pas d'aller à la messe, quoi. Suffit pas, ça sert pas. Si on va qu'à la messe, c'est des gens qu'on prenne Guy Gilbert sur Emmanuel. Oui, c'est bien des gens sûr. qui n'auraient pas agi sans le soutien de la prière derrière. Ah, évidemment. Mais la prière, ils la font dans l'amour. C'est pas une prière qu'ils vont réciter par cœur, en y pensant vaguement. Quand ils font une prière, c'est une vraie prière. C'est une vraie prière avec l'amour au fond. C'est-à-dire que le moteur de la prière, c'est leur amour. Et là, du coup, c'est autre chose. Ils revivent encore ce coup de foudre. Et donc, ils peuvent le faire partout, n'importe où. C'est pas forcément dans une église. Guy Gilbert, je me souviens, était avec, j'ai vu ça dans un reportage, avec Sœur Emmanuel, où ils faisaient une prière, ils faisaient une messe dans un champ, avec les chevaux derrière, un chien. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Pour moi, ça résume tout. L'important, c'est pas le lieu. L'important, c'est l'amour et la prière. Voilà, c'est ça. Et qu'on soit dans les dans les bidonvilles du Caire voilà, je pense que c'est pas le lieu qui importe, c'est vraiment la force de la prière, quoi. Ou dans une église du 16e à Paris. Voilà, c'est ça. Si on voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est si on est dans une église du 16e à Paris et puis qu'on fait la prière en pensant, en disant notre Père, là, disons qu'il faut que je pense à faire mes impôts. On est bientôt le 15, est-ce que j'ai posté mes impôts? Ça marche pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à ce qu'on dit et tout. Enfin, voilà. Et du coup, ça peut aider dans la vie, quoi. Alors, je pense que eux, en tout cas, en sont l'exemple, quoi. C'est génial. Comme Sœur Emmanuel, la puissance, la force. Vous les avez rencontrés, ces gens-là? Sœur Emmanuel, j'ai rencontré une fois. Oui. Ça vous a fait quoi comme... C'est impressionnant, ce petit bout de femme qui a réussi à changer la vie de tellement de gens, quoi. Vous êtes souvent sensible, vous parlez souvent d'énergie, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, vous êtes sensible à l'énergie des gens, que ce soit de Sarkozy ou de Christian Clavier. Là, c'est aussi l'énergie ou l'aura, ça caractérise Sœur Emmanuel quand même beaucoup. Bah oui, c'est vrai que je suis sensible à l'énergie des gens, comme souvent, mais tout le monde y est sensible, consciemment ou inconsciemment. Quand on se retrouve avec quelqu'un, on dit « Oh, celui-là, il me pompe l'air ». Ben voilà, c'est parce que il est en train, il vous vide. Voilà. Et oui, je suis sensible à l'énergie des gens, sensible. Vous voyez que c'est bien d'être sensible. On va... Oui, mais pas dans le métier, il ne faut pas le dire. Non, mais on ne le dit pas. On ne l'a pas dit. Non, mais là, on est à KTO. Ouais, on n'a rien dit. Ils ne regardent pas. Voilà, c'est ça. On va passer à quelques petites questions de la fin qui partent un peu dans tous les sens. Ah oui, voilà. Okay. C'est la partie marque Olivier Foggiel. Voilà. Alors, Didier Gustin, quand vous étiez enfant. Alors non, on a déjà parlé d'enfance, vous suivez rien. Hein. Ah mince, c'est vrai. Non, là c'est des questions qui partent un peu dans tous les sens. Quel est le lieu, Didier Gustin, qui vous ressemble? Le lieu qui me ressemble. Pas de joker, hein. Non, pas de joker. Le lieu, c'est pas un endroit, c'est un lieu. Si vous voulez parler de vous, où est-ce que vous allez emmener la personne à qui vous voulez parler de vous pour vraiment que ça vous ressemble? Voilà. Ah, alors si je veux que ça me ressemble, oui, je crois que je l'emmènerai dans mon village, dans ma région. Ouais, dans les Vosges, donc. Ouais. Le village où vous avez grandi à Coussay. Oui, parce que c'est de là que je viens. D'accord. S'il y avait quelque chose d'absolument essentiel à comprendre de vous, ce serait quoi? Il n'y a pas grand-chose à comprendre d'essentiel. Mais quelque chose qui n'est pas révélé par vos imitations, par vos sketchs, par vos... Voilà, quoi. Ce serait quoi? Pourvu que les gens aient capté ça de moi. Par exemple, après cette émission, pourvu que les gens aient compris ça de moi, ce serait quoi? Qu'en fait, moi, quand je fais ce métier, justement, c'est presque une thérapie. C'est-à-dire que quand les gens viennent voir mon spectacle, moi, je donne, mais je donne plus que de la sueur. J'essaie de donner, de donner de l'énergie. C'est-à-dire pour que les gens ressortent avec quelque chose, repartent avec quelque chose, avec une humeur, avec quelque chose, et que ça soit presque une thérapie, quoi. Une thérapie par le rire, mais par-delà le rire qui est quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est une espèce de petit rayonnement d'amour, voilà, qui soit là, et qu'on se dise « Ah ouais, c'était bien », et qu'on ne sache pas pourquoi vraiment. D'accord. Quel est l'objet dont vous ne sauriez vous passer? Ah, l'objet... Alors, logiquement, vous êtes censé me dire, c'est celui que j'ai amené, qui est à côté du fauteuil. Ça m'arrangerait. Oui, mais non, mais attention, parce que là...
Bien. Non. Non. Je peux me passer de beaucoup de choses comme objet, mais mon alliance, c'est difficile. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est beau ça. C'est symbolique. C'est symbolique. Voilà. Dit-il en tripotant son alliance. Ouais, voilà. C'est le seul. Montrez-la voir, votre alliance. Elle est toute simple, hein, c'est vraiment. Mais c'est encore plus beau quand c'est tout simple. Marseille. Elle est bien rayée parce que des fois, quand on bricole, voilà. Je bricole plus beaucoup. Bon, c'est bon. maintenant, sortez-moi votre tripode. Là, que vous avez Oui, amené. en revanche. Sinon, je suis très embêtée. Alors là, un objet dont je ne peux pas me servir à 795 francs. C'est un appareil en fait que j'utilise, mais là c'est dans le domaine professionnel. C'est vrai que professionnellement, celui-là, j'ai un peu de mal à m'en passer parce que je l'utilise beaucoup pour. On peut voir à quoi ça ressemble parce que là. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble tout simplement. Donc des haut-parleurs. Je ne connais C'est pas grand-chose simplement- honnêtement en technologie. Franchement, des haut-parleurs, d'accord, des haut-parleurs, et puis un un baladeur MP3. D'accord. Donc voilà, Et ça vous sert à quoi alors au juste? ça me sert à, si vous voulez, quand je vais sur un plateau de télé, on me dit ah Didier, vous pourriez pas nous faire une petite chanson Didier, avant... attendez, on va le faire. Ah, Didier, vous pourriez pas nous faire une petite chanson? Avant, je disais je suis désolé, j'ai pas de musique. Ouais. Voilà. Pam, 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 Coin, coin, pam. coin, 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 ouin, 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 ouin. Et aujourd'hui, c'est différent. Donc après, maintenant, je peux vous faire... vous êtes venu voir le spectacle, donc je peux vous faire un petit bout de Marc Lavoine, puisque vous l'avez vu hier. Alors là, je peux vous le faire. Donc je fais ça, et hop, j'appuie. Voilà, c'est un diesel. D'accord. Voilà, et on peut chanter. Toi, mon amour, j'en ai marre de chanter de l'amour. Je vais te faire rire avec mon humour. Car je suis fait pour ça, pour l'humour. Je m'entraîne devant ma glace tous les jours. Je vais te faire rire avec mes calembours. Une blague, un jeu de mots de moi. Tu ris aux éclats. Tu vois? Mais je peux en faire plein comme ça, hein, donc voilà. C'est super, c'est pratique. Hein. Vous êtes un imitateur transportable maintenant. Voilà, je suis transportable. Là, par exemple, celui-là, je suis passé de plein de choses, passé d'un spectacle à un autre. Pour moi, c'est super. Vous voyez, une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, la montre à ces messieurs. Ça, c'est pour les enfants. Je veux dire, mais c'est pas la chanson. Ah, mais vous prenez combien pour les mariages, dites-nous? Alors, donc, vous allez sur mon site, donc mariage.com Gustin. Non, mais c'est vrai que ça nous donne voilà, une idée de... Voilà, Mais et, comment donc, vous et travaillez, dedans, c'est je peux en toujours mettre des intéressant. milliers, donc je peux chanter. Et pour moi, c'est d'une grande liberté, parce que c'est vrai que je joue aussi un spectacle avec les musiciens, qui est un autre exercice de style, mais je le joue aussi tout seul, avec ce petit appareil, et ça donne une... bon, j'ai pas le bonheur d'avoir les musiciens sur scène, mais ça me permet de passer vraiment du coq à l'âne, comme ça, de sauter vraiment de deux idées à une autre, en me disant, en rebondissant sur des choses, c'est de l'impro, quoi, c'est du live, et j'adore ça. L'émission va se terminer. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter Déjà Oui. Mais oui, ça passe vite. Mais on a pu dire beaucoup de choses. Je suis très contente. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, alors... À tous les niveaux, hein, pas que professionnel, personnel. Non, Tous les niveaux. mais en général, c'est la santé. Oui. Ça a l'air convenu tout ça, mais c'est tout con. Mais c'est vrai que si on n'a pas la santé, on n'a pas la santé, l'amour, et puis le reste, comme on dit, on l'achète. Ah bon? Ouais, non, on l'achète, D'accord. ou en tout cas, on peut le trouver, quoi. D'accord. En dehors de la santé et de l'amour, le reste, on se débrouille. Ah bah, c'est une bonne ordonnance. Ouais, c'est ça. Oui, Vous prenez ça. Je Vous vous prenez ça prescris ça. donc 2-3 fois par semaine. Voilà. Si, normalement, si ça commence à vous démanger, vous arrêtez le traitement. Tout à fait. D'accord? Je vous remercie beaucoup, Je vous en prie. Didier. 40 €. Merci. Bien. Ben voilà, 40 €. Non, merci, vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Mais qui dit je suis pas vénal et il se termine par 40 €. Voilà. Oui, j'aurais préféré qu'on termine sur quelque chose de plus aérien. Mais c'est pas grave. C'est pas Il faut croire à la France. C'est juste ce que j'ai à dire. On va se retrousser les manches et on va faire du beau travail. Si on a l'amour, si on a la foi. grave. Merci Didier Sarkozy. Au revoir.